Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Hasparren, à 20 km de Bayonne. Nous sommes dans une pépinière entreprise pour une entreprise qui s'appelle CDFI 3D. Nous sommes avec son créateur, Thomas Amaga. Thomas, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Alors, CDFI 3D, c'est quoi? Alors CDFI 3D, c'est une entreprise qui fabrique donc des imprimantes 3D sur mesure à vocation plus industrielle. Mettez le micro, voilà. À vocation industrielle. Et donc on a été hébergé en entreprise, comme vous l'avez précisé, en pépinière d'entreprise, pardon. Alors justement, cette pépinière, c'est quoi? Alors une pépinière d'entreprise, en fait, c'est un établissement qui va proposer un accompagnement aussi bien à la création que là pour le coup nous on a été hébergé aussi donc dans cette pépinière. Donc ça permet d'être appuyé par des personnes compétentes qui vont nous aider à faire les dossiers de création, éventuellement des dossiers de financement, tout ce qui va s'articuler autour de la création d'une entreprise en fait tout simplement. Alors, vous êtes ici depuis combien de temps? Donc ça fait 2 ans et demi qu'on est ici, bientôt 3. Et vous avez un délai maximum? Alors normalement il y a un délai, c'est 5 ans il me semble, mais bon il y a des pépins ici, comme on les appelle, qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. En fait, il y a un roulement, forcément, s'il y a des nouvelles sociétés qui veulent être hébergées, je suppose. Alors, ça, on l'a jamais eu le cas, mais je suppose qu'il y aura du coup, pas quelqu'un mis dehors, mais une organisation différente. Et donc, nous, là, en fait, pour éviter d'arriver à ce délai-là, et puis parce qu'on manque de place ici, on est en train de faire construire un nouvel atelier. Pas très loin d'ici, mais qui nous permettra du coup d'avoir plus de place avec des espaces vraiment dédiés à chaque fonction de la société. Ce sera beaucoup plus simple pour nous. Alors, pour revenir sur votre activité, Oui. vous concevez des machines, des imprimantes 3D. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents types d'impression 3D? Il y a le frittage, il y a le dépôt de filaments. En quelques mots. Alors, il y a donc plusieurs technos, comme vous l'avez dit. Donc, nous, on dépose du plastique. Donc, on peut avoir des additifs dans le plastique, du carbone, du Kevlar, de la fibre de verre. Ça reste de la dépose de fil. Donc, on prend un fil qu'on fait fondre et on vient déposer de la matière. On peut aussi travailler avec le même procédé, mais au lieu d'avoir du fil, on va faire fondre du pellet, donc des granulés comme pour les chaudières ou autres. Ensuite, il va y avoir les technologies qui vont faire durcir de la résine photosensible, donc avec un lit UV qui va faire durcir de la résine. Un peu comme les dentistes? Oui, typiquement les dentistes utilisent cette stratégie-là, enfin cette technologie-là. Ensuite, on va avoir les technologies frittage de poudre, donc c'est un lit de poudre avec un laser, on vient durcir donc, la pièce dans la poudre en recouvrant à chaque fois. Après, il y a la fusion laser aussi, donc on vient lancer de la poudre sur un laser qui vient fusionner du métal et faire des pièces. Alors, ici, donc, vous concevez donc des machines. Oui. Pour des clients, comment ça se passe? Et le client vous dit, j'ai un besoin, étudiez-moi la machine. Alors justement, nous on a 2 cas. On a le cas standard où on vient, donc c'est le type clair de cette machine. On vient faire une machine catalogue. Alors elle est personnalisable. Là par exemple, cette machine-là pour notre vendeur, on l'a personnalisée parce qu'il y a une demande particulière. Donc c'est une machine hybride entre guillemets. La base est d'un catalogue, donc la CDFI 3D Maker. Mais on est venu greffer par-dessus des accessoires qui permettent là, par exemple, en l'occurrence, d'imprimer 8 couleurs différentes. Alors on a des pièces comme ici qui sont imprimées avec un seul filament qui est cousu. Alors, je montre un peu à la caméra. Donc là, c'est donc une pièce que vous avez fabriquée ce matin. Oui, c'est ce matin. Donc là, il y a plusieurs filaments. Qui sont cousus les uns aux autres. On n'a qu'une seule buse sur la machine. Et en fait, on a un accessoire par-dessus qui vient coudre les filaments les uns aux autres. On verra la machine tout à l'heure. Et donc après, on a donc un deuxième type de production qui va s'articuler vraiment autour de notre client. Donc là, c'est pas une machine catalogue où mon client va venir me voir. Cas typique, il y a une société à Anglette, une start-up qui fabrique des planches de surf. Et ils impriment le cœur de la planche de surf. Au lieu d'être un pain de mousse, ils l'impriment en 3D. Ils sont venus me voir en me disant, il nous faut une machine de 2,45 m de long. Et donc nous, on a articulé toute notre production de cette machine-là autour de leur cahier des charges. Donc, alors pour dire, cette planche de surf, elle est creuse à l'intérieur? Alors c'est un nid d'abeille. La forme extérieure de la planche est la forme d'une planche de surf. Et à l'intérieur, on a donc exactement la même typo de remplissage, sauf que c'est à leur sauce, c'est eux qui ont créé le remplissage. Et donc en fait, c'est ça qui vient créer la rigidité de la planche, tout en gagnant du poids, vu qu'on n'a pas un pain de mousse plein. D'accord. Et à l'intérieur, il y a de l'air? Il y a de l'air à l'intérieur du nid d'abeille et eux, ils viennent stratifier par-dessus. Alors ça, c'est leur technologie. Pour le coup, je ne suis pas shaper, mais donc ils viennent faire de la résine par-dessus la planche, en gardant de l'air, mais en ayant cette fibre par-dessus qui vient étanchéifier la planche. Et donc la flottabilité est conservée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme type de pièce?
Alors c'est vaste, ça peut aller de la pièce décorative à de la pièce de bâtiment par exemple. On peut aussi limiter l'obsolescence programmée ou la réparation, enfin on peut favoriser la réparation. J'ai des clients qui sont venus me voir avec des portes de placard où ils avaient cassé les poignées, on a refait les poignées plutôt que de changer la porte. On a des charnières, typiquement cette charnière-là, c'est une charnière qui est imprimée en carbone, enfin en PETG avec du carbone, qui est fait pour réparer une fenêtre oscillobattante pour la CAPB, donc la communauté d'agglomération du Pays Basque. On a des cas illimités d'application. On peut très bien faire des contre-moules pour mouler du carbone pour des pare-chocs de voitures de compétition. Des prototypes pour GRDF. On a vendu une machine à GRDF, ils font des prototypes. Il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est la... Donc, bon, l'imagination. L'imagination, à un moment donné, il y a en effet la limite des caractéristiques mécaniques. Le plastique a ses limites. Mais maintenant, avec du carbone et autres additifs, on arrive à avoir des pièces quand même qui sont relativement solides. Alors, et ça nous offre des possibilités quasi limitées. Quel avantage de faire des pièces comme ça en impression 3D plutôt qu'un usage traditionnel? Alors déjà, c'est le coût. On va être clair, net et précis. Une pièce comme ça se vend 20 €. En usinage, il y en a pour une centaine d'euros, voire plus, pour de l'unitaire. Pour de la série, alors en effet, il y a pour des gens qui font de la série, on pourrait faire du moulage plastique. Mais alors, ça demande un gros coût à l'achat parce qu'en fait, il faut réaliser un moule. Une fois qu'on a le moule, la pièce coûte rien. Mais par contre, du coup, avant d'amortir le prix du moule, il faut faire des séries gigantesques. Alors que là, le prototypage rapide, comme tout le monde l'appelle, ça permet de faire de la pièce petite série, unitaire, proto, à moindre coût. Alors j'ai vu aussi tout à l'heure que vous faisiez aussi des palettes pour ventilateurs. Bon, c'est pas là, c'est pas pour un ventilateur d'avion, c'est pour un peintre qui a une cabine de peinture, un carrossier. D'accord. Et en fait, c'est la ventilation qui va permettre de faire rentrer en dépression sa cabine de peinture. Donc là, typiquement, c'est une pièce qu'on a fait. On a fait des essais à l'imprimer en plastique, donc FDM. On a eu des casses sur les pales. Donc on avait deux solutions, on a exploité les deux solutions. Il y a changer le sens d'impression, donc pour respecter le fibrage. Pour expliquer un petit peu, lorsqu'on fait donc la dépose du plastique, soit on le fait dans ce sens, ou alors on peut le faire dans ce sens. Oui, c'est ça. Et donc en fait, ça va avoir une incidence directe sur la résistance mécanique de la pièce. C'est-à-dire que là, l'effort, il va être clairement perpendiculaire à la pièce. Bien sûr. Donc si on imprime la pièce debout avec les couches superposées, on va avoir une fragilité à la liaison intercouche en fait. Elle va pouvoir casser. Voilà. Alors que si on l'imprime à plat, on va utiliser la flexibilité du matériau et donc ça, on va pleinement être optimisé pour les résistances méca de ce matériau. Et donc bon, ça c'est des pièces faites en résine, mais on les a faites aussi en FDM pour pouvoir avoir des solutions sur place, quoi. Ici, on est proche quand même d'un bassin aéronautique. Oui. Ces pales, je me suis trompé, donc ça c'est pas de ventilateur pour une cabine de peinture, mais on peut très bien imaginer que ça pourrait être des pales pour des réacteurs ou pour des turbines. On pourrait faire des pales OGV. Alors là, ce sera à l'état de prototype, hein, parce que des pales OGV à la sortie d'un réacteur d'avion, on n'est pas sur on pourrait pas les faire tenir en plastique, mais typiquement pour du prototypage, on pourrait très bien imprimer un lot de pales OGV en résine et pour un montage à blanc dimensionnel. Je pense notamment, par exemple, aux pales qui sont dans les anticouples des hélicoptères. Ça pourrait. De toute façon, en réalité, il n'y a aucune limite. Bon, là, pour le coup, ce serait une limite fonctionnelle. On ne pourrait pas les utiliser en vol, mais pour tout ce qui est de la modélisation, là, pour le coup, ce serait tout destiné à être utilisé pour faire de la modélisation et pouvoir valider un prototype visuel et dimensionnel. Et après, passer sur de la production, du coup, en alliage, un Conel ou tout ce qu'on veut, pour là, faire du prototypage fonctionnel. Alors, on peut faire aussi d'autres pièces, comme ça, c'est des tuyères, cette tuyère, enfin, tubulure. On pourrait la faire en moule plastique peut-être, quoique. On pourrait, mais la problématique, c'est encore une fois, si c'est un prototype, on va payer un moule 20-30 000 euros pour faire une pièce où on n'est même pas sûr au final qu'elle soit viable, alors que là, en impression 3D, on lance le programme, on met le blond plastique, on fait l'essai visuel, bien sûr. Alors, selon ce qu'on met dedans, on peut aussi faire un essai fonctionnel pour après peut-être le mouler en très très grande quantité. Mais là, typiquement, ce serait un cas prédestiné à faire un prototype en impression 3D, on valide et après on lance en fabrication à plus grande échelle. Donc, donc si j'ai bien compris, en faisant ça en pièces unitaires, on est bien moins cher que la série. Ah oui. Déjà, on a quasiment les mêmes activités. Les propriétés mécaniques. Oui.
Bah, en fait, ça va dépendre du matériau de la pièce finale. C'est sûr que si la pièce finale est en titane ou autre matériau ultra solide, non. Mais par contre, si on l'a fait en plastique, selon sa fonction, ça dépend bien sûr du cas d'étude. Mais si sa fonction n'a pas de contraintes énormes, on pourrait très bien faire des pièces fonctionnelles qui tiendraient dans le temps avec du plastique. Alors là, il y a une autre pièce. Et Oui. ici, cette pièce-là, vous avez des réserves pour y mettre des écrous. C'est ça, on met des inserts. Donc c'est un écrou mais fait pour s'insérer du coup. On le chauffe, ça vient fondre le plastique qu'il y a autour. On a des systèmes de dents et de contre-dents qui permettent d'éviter que l'insert tourne. Oui. Et donc on a un filetage et on pourrait mettre des vis. Et après, vous continuez à mettre Alors en effet, plastique. soit on insère en cours d'impression et donc on vient recouvrir par-dessus et on laisse juste le trou. Là, dans un cas comme ça, l'insert il prend sa place une fois la pièce finie. Il y a le perçage est déjà créé. On vient insérer l'insert et on peut l'insérer après. On peut très bien faire des pauses et insérer quelque chose en cours d'impression et recouvrir par-dessus. Typiquement un aimant, nous c'est ce qu'on a fait sur certaines de nos machines. On a des aimants pour éviter les vibrations des portes et en fait on vient insérer l'aimant entre deux couches de plastique pour qu'il soit invisible. Donc c'est une pièce en plastique mais qui aimante et on limite les vibrations. Ça c'est pour un aspect esthétique. Après il peut y avoir aussi des aspects fonctionnels mais pour le coup nous notre utilisation c'est purement esthétique. Alors, une pièce, donc là, il y a cette pièce, il y a celle-là. Oui. Il y a celle-là, c'est des pièces de tailles différentes. On a la grosse rouge ici qui est en train de se terminer. Ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs types de machines? Alors, en fait, ça va dépendre surtout du client. Une grosse machine est capable de faire des petites pièces. Maintenant, en effet, une petite machine n'est pas capable de faire de grosses pièces. Après, tout est question de budget. C'est sûr qu'un client qui va nous acheter une machine de 2,45 m, il pourra faire de la petite pièce. En revanche, ça a un coût. Donc, on ne va pas acheter une machine géante. Alors, on peut acheter une machine géante pour faire de la série. Typiquement, on a des clients qui nous ont acheté des grosses machines pour réaliser des pièces en série. C'est pas pour faire des grosses pièces, c'est pour avoir une machine qui va permettre de réaliser une cinquantaine de pièces à la suite, sans jamais s'arrêter, donc sans nécessité d'intervention d'opérateur. Donc la machine est autonome. Une fois que la pièce est finie, on vient décoller le lit, donc c'est un lit magnétique, on vient le décoller, on décolle les pièces, on remet le lit dans la machine, on relance. Ça dépend vraiment du souhait du client et surtout du projet. Quelqu'un ne va pas forcément investir des dizaines de milliers d'euros dans une machine géante pour un projet qui voit à peine le jour pour un prototype. Ça dépend vraiment de la typologie client. Donc une machine, il faut compter entre... Alors, il y a des machines pour le grand public, ouais. Il y a des machines plus professionnelles. Bon, le grand public, on n'en parle pas trop. Ça coûte nous, on le fait pas du 100, tout. 200 euros l'imprimante, à peu ouais, près. on peut. Alors, ça dépend. En effet, il y a du 100, 200 euros, mais le problème, c'est que moi, j'appelle pas ça des machines pour le grand public parce qu'il y a de la maintenance. Et quelqu'un du grand public n'est pas forcément apte à faire de la maintenance. On va dire que des machines pour monsieur tout le monde qui ne veut pas s'embêter à faire de la maintenance, qui veut juste imprimer, on va être aux alentours de, on va dire, entre 700 et 1000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Il y a moins cher, mais après, c'est toujours pareil. Si c'est pour changer un moteur au bout de 6 mois, moi, je ne suis pas du tout partisan. Alors, il y a des gens que ça ne dérange pas. Oui, attention, c'est mon avis personnel, mais voilà. Après, pour des machines donc, comme ça qui sont plus destinées à des petites sociétés, voire même des grosses, mais l'appel, voilà, c'est aux alentours de donc, un modèle pro comme ça, 5600 euros pardon, hors taxe. Le modèle de base est un peu moins cher, mais on reste quand même sur des coûts assez importants pour un particulier. Donc là, on se destine vraiment à des petites sociétés. Et après, le sur-mesure, tout dépend de la demande du client. Qu'est-ce qui fait le prix d'une machine de cette taille et une machine qui ferait 2,45 m? Alors, il y a la conception. La conception, quand on vient fabriquer une machine de 2,45 m, il faut réfléchir à tous les efforts qu'il va y avoir. On a des plateaux géants, donc on est capable de faire des pièces qui vont peser très lourd. Donc il ne faut pas que le châssis soit rigide quand il n'y a pas de pièce, mais quand on a une pièce avec 10 kg de plastique dessus, on vrille le châssis. Donc la conception et puis la protection. Plus la machine va être grosse, plus on va avoir d'éléments chauffants, donc plus il y aura d'intensité qui va passer dans la machine. Donc nous, toutes nos machines sur mesure, on ajoute une protection de l'utilisateur, disjoncteur différentiel, arrêt d'urgence, des arrêts d'urgence montés sur bobine. Enfin, c'est toute une installation électrique là qui est coûteuse du coup. Et donc ouais, le châssis forcément vaut beaucoup plus cher, tous les composants valent beaucoup plus cher. On est sur des machines, là c'est vraiment de l'industriel. Là on va être sur de petits professionnels jusqu'à de l'indus, mais qui ne veut pas faire forcément de la série ou de la pièce énorme. Par contre les grosses machines, on est sur des machines industrielles à 100%. Alors vous commencez à avoir des clients, oui. Vous en vivez de votre activité ou pas encore? Oui, alors ça fait... tout juste
Ça fait quelques mois que j'en vis. On a rentré des très beaux clients. On a eu le bureau d'études pour Decathlon à Hendaye. On a GRDF à Cannes, donc la fabrique de GRDF. On a Wive, donc la société qui fabrique les surfs, qui est basée à Anglet. Là, on est en pourparlers pour des grosses sociétés en Bretagne qui vont. Là, ça va demander vraiment beaucoup d'ingénierie parce que ça va être des machines énormes avec des capacités d'extrusion. On est sur du 2 kg à l'heure, sur des pièces qui vont être gigantesques. Donc là, ça va être des très beaux marchés, mais par contre, voilà, ça va demander beaucoup d'ingénierie. Donc oui, là, j'en vis et on commence à rentrer des clients vraiment, vraiment intéressants. Alors, quelles sont vos relations avec les clients? Parce que je sais qu'ici à côté, il y a un de vos clients, Ouais. Imagine, Un client qui est un partenaire maintenant. partenaire avec vous. Ouais, Donc, ouais. vous avez fait en sorte de le rentrer dans votre entreprise. Pour quelle raison? Alors en fait, Pierre-Marie, ben, c'est une relation particulière parce que c'est vrai qu'à la base, il est venu me voir en montant sa société. Moi, j'essaie au maximum de travailler avec des gens locaux et français. Alors il y a des choses où on n'a pas le choix, ça n'existe pas en France, mais voilà. Et Pierre-Marie est venu me voir en voulant m'acheter une machine et donc passer ce moment-là, enfin m'acheter, revendre mes machines, pardon. Et donc passer ce step-là, il a présenté une de mes machines à la foire de Bordeaux. Et là, il a passé le cap, il est venu fabriquer une machine ici. Donc on a passé une semaine ensemble. Il vous fait la concurrence, là, du coup? Non, parce que ça reste une de mes machines, mais il s'équipe pour pouvoir donc revendre à nos clients. Enfin, ce sera ses clients pour le coup, et surtout faire le SAV. Il est venu se former à connaître la machine, entre guillemets, par cœur, pour pouvoir répondre à toutes les exigences de ses clients qui achèteront mes machines par le biais de Pierre-Marie. Et pour mes autres clients, c'est vrai qu'on a toujours eu ce souhait de vouloir être proche de nos clients. Parce que moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors, bien sûr qu'on aura des clients où on va vendre une machine, on n'aura plus jamais parlé. Mais le but, quand on fait une machine sur mesure, c'est d'accompagner le client, l'aider à mener à bien son projet. Le but, c'est pas de voir une de nos machines mourir dans un atelier sans jamais imprimer. Donc, on essaie quand même de garder un lien vraiment serré avec nos partenaires. Parce qu'à ce stade-là, c'est des partenaires. Et donc voilà, c'est vraiment notre souhait, vraiment être proche de nos clients. Alors, ces machines, elles ont une durée de vie de combien de temps? Est-ce que c'est dû à la technologie qui va évoluer ou Ouais. c'est parce que c'est... Les machines en elles-mêmes, moi j'ai des machines à l'atelier, elles ont 8-10 000 heures. J'ai des machines chez des clients qui ont beaucoup, beaucoup d'heures. Et à l'heure actuelle, la limite entre guillemets de fonctionnement de la machine, ce sera qu'un jour on les fera évoluer. On améliorera les têtes, on améliorera peut-être l'électronique. Mais en soi, la machine en elle-même, telle qu'elle est là, elle est capable d'imprimer du plastique. Si on lui change ses consommables, les buses, les éléments chauffants, une cartouche de chauffe et une sonde, ça reste du consommable. Sur du long terme, on est d'accord, mais ça reste du consommable. Si on les entretient, la machine, elle tiendra sans aucun problème. Alors, cette machine qu'on a là, elle est capable d'imprimer en multicouleur. Oui, alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure pour Imagine, donc Pierre-Marie, on a fabriqué donc une maker qui est un peu améliorée. Donc on vient y monter un module par-dessus, qui est capable, lui, de coudre 8 filaments les uns aux autres. Donc typiquement, Quand on dit de coudre, on les met bout à bout. on les met bout à bout et on les fait fusionner de manière à ce que, avec 2 filaments, on n'en fasse qu'un, en fait, tout simplement. Donc on mixe pas de couleur. La couleur, ouais, c'est ça. On ne mixe pas de couleur, on coud du blanc au bout du noir. Mais en impression, ça permet de mélanger. Ça permet d'avoir, donc du coup, comme on le voit là, je ne sais pas si vous voulez... Oui, oui, comme on le voit là, ça permet d'avoir sur une même pièce, avec un seul filament et une seule tête, plusieurs couleurs. Donc passé ce step-là, on a calibré la machine, on a monté ce module que j'ai aussi monté sur une machine qui fait 1 m3, là pour le coup, pour faire du... Donc c'est pour faire des éléments de promo, entre guillemets. On fait de la topologie pour installer un projet d'un de mes clients. Alors malheureusement, je ne peux pas en parler, ça reste un peu confidentiel. Mais voilà, on pourrait faire des œuvres d'architecte, des maquettes d'archi, sans peinture, sans montage, entre guillemets, en l'imprimant directement. On pourrait imprimer la maison avec, au Pays Basque par exemple, les couleurs du Pays Basque avec toute la charpente en vert par exemple, en une traite, et le maquettiste aurait uniquement à le poser sur le sol, soit qu'il aurait imprimé, soit qu'il aurait créé, type maquette archi donc standard. là, en fait, compte, pour cette machine à impression couleur, Oui. on est limité par la couleur des filaments. Oui, alors limité oui et non, parce qu'en fait sur le marché à l'heure actuelle, il y a quand même un nombre infini de couleurs de filaments. Il y a vraiment très très peu de limites. Si on veut partir plus loin, il y a aussi des gens qui sont capables de faire des couleurs de filaments un peu particulières, bien sûr moyennant en finance, Oui, oui. ou moyennant grosse commande, hein, mais niveau couleur, on n'a quasiment pas de limite. Là-dessus, moi j'ai vu quand même beaucoup de diversité en termes de couleurs, et
On m'a jamais demandé une couleur qui n'existe pas, quoi, D'accord. pour le moment. Cette machine-là, que Imagine va prendre en charge, Oui, elle a un dispositif pour 8 couleurs. oui. On peut imaginer d'avoir plus que ça? Alors à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Maintenant, je pense qu'en programmant et en codant un peu, on pourrait s'arranger pour pouvoir en faire plus. À l'heure actuelle, on n'a pas plus, parce que ça reste quand même déjà relativement complet, 8 couleurs. Oui. Maintenant, en faisant un développement, on pourrait en mettre entre Alors, guillemets à l'infini. pour pouvoir imprimer donc cette machine, enfin ces pièces, il faut dessiner la Oui, pièce. oui. Qui c'est qui le fait? Alors il y Est-ce a que c'est quelqu'un, une entreprise extérieure qui vous envoie des fichiers ou est-ce que c'est vous qui le faites? Alors il y a plusieurs possibilités. En effet, soit avoir un prestat, comme vous le dites, ou soit dessiner. Moi, je suis issu du milieu aéronautique. Je travaillais en méthode dans l'aéro à la base. Donc du coup, j'ai toutes les compétences pour dessiner, programmer des machines, que ce soit donc des imprimantes 3D ou des coupeuses ou tout ce qu'on veut. J'ai acquis durant mon parcours professionnel suffisamment de compétences pour faire à peu près tout ce que j'ai besoin. Donc moi, dans mon cas, en effet, je ne dessine pas. Enfin, je dessine, pardon, je ne fais pas sous-traiter, pardon. Mais quelqu'un qui achète une machine et qui ne sait absolument pas dessiner, soit on peut le former. Imagine, donc Pierre-Marie serait capable de former à l'impression et au dessin. Par la suite, voilà, il y a quand même pas mal de pistes. On peut apprendre, on peut faire sous-traiter. Il y a des bibliothèques maintenant sur Internet où on propose tout un tas de fichiers. On peut facilement, sans savoir dessiner, s'équiper et utiliser une machine. Et donc là, votre perspective? Donc là, comme je l'ai dit, on achète un nouveau local. On a signé des contrats sur plusieurs années avec des quantités de machines assez importantes, notamment des machines de donc 2,45 m en grande quantité. Pour nous, c'est de la grande quantité à notre échelle. Donc c'est continuer comme ça, toujours faire de la veille pour essayer d'être toujours au top niveau technologie. Création d'emplois? Ouais, création d'emploi. Je vais essayer donc l'année prochaine, si tout va bien, je vais essayer d'embaucher une fois que j'aurai mon local et que voilà, je serai dans une atmosphère à moi. Une pépinière, c'est génial, mais voilà, moi j'ai le souhait quand même d'avoir mon local avec mon organisation, ne dépendre que de moi-même, pouvoir du coup embaucher et par la même occasion essayer d'aller un peu plus loin dans dans mon démarchage client, aller en personne chez mes clients, des clients sur mesure. Pierre-Marie qui lui s'occupe de vendre donc toutes les makers, donc ces modèles-là. Maker, ça veut dire machine de fabrication. Maker en fait c'est le modèle, on l'a créé parce que alors en fait un maker à la base c'est donc quelqu'un qui c'est né. Ça a plutôt explosé pendant le Covid. Alors Pierre-Marie, corrige-moi si je me trompe, vu que tu nous rejoins. Corrige-moi si je me trompe, mais les makers, ça a surtout explosé pendant le Covid, quand il y a eu toutes les histoires de masques, etc. Ah oui, effectivement, les makers, oui, c'est une pratique où les gens font par eux-mêmes. En fait, c'est do it yourself, le maker. Voilà. Donc, effectivement, c'est une pratique qui a explosé grâce au Covid, où les gens étaient un peu enfermés chez eux, ils s'ennuyaient, et certains qui sont un peu malins se sont mis à construire leurs propres objets du quotidien, mais aussi des objets utiles. Voilà. Et donc, vous voulez donc de rejoindre CDFI 3D. Oui. Alors, c'est un partenariat. Alors, nous, c'est un partenariat. Donc, moi, comme l'a expliqué tout à l'heure Thomas, moi, j'ai rencontré Thomas il y a à peu près maintenant 4 mois. Je lui ai expliqué mon projet donc, de revendre ces machines, avec le souhait de revendre des machines de qualité et fabriquées en France. Et il a accepté qu'on travaille ensemble dans ce sens-là. Donc, moi, je fais la promotion de sa marque et c'est un plaisir de travailler avec Thomas. Alors, vous allez faire concrètement, donc vous allez vendre ces machines, vous allez faire du support technique, vous allez faire de la veille, vous allez faire quoi exactement en plus? Bon, l'idée déjà, c'est de parler de ces machines, de montrer vraiment tout ce qu'on peut faire avec ces machines-là. Après, effectivement, identifier des prospects et les accompagner dans la définition de leurs besoins. Et pourquoi pas après aller plus loin, bien sûr, sur de l'accompagnement, la formation, la maintenance. Thomas, vous avez quelque chose à rajouter? Moi, non. Enfin, en fait, c'était pour en revenir au fond de la maker, parce que du coup, on a un peu dévié. Donc, pourquoi le nom maker? En fait, suite au Covid, il y a eu tous ces gens-là. Et on a créé cette machine parce que, en fait, on voulait faire un petit clin d'œil au maker. Alors, c'est sûr, c'est une maker haut de gamme, on est d'accord. Le do it yourself, ça reste du limité en prix. Mais on avait voulu donc proposer une machine accessible à des petites sociétés en rappelant un peu l'esprit maker.
sans aller sur des machines à 100 000 euros géantes d'office sur un catalogue qui commencerait du coup beaucoup trop haut, où on exclurait toutes les petites sociétés de l'impression 3D tout simplement. Alors, est-ce que l'inconvénient de l'impression 3D, c'est pas le temps? Alors, ça a été le temps. On va pas se mentir, hein, le début de l'impression 3D, on avait des machines qui allaient pas très vite, qui déposaient pas beaucoup de plastique. En fait, tout est une question de flux. Donc le flux, c'est quoi? C'est la capacité d'une machine à sortir en millimètres cubes par seconde un volume de plastique. Nous, ici, on a choisi d'équiper nos machines. Alors, les makers sont avec forcément des têtes un peu plus bas débit que nos machines industrielles parce qu'on a une question de place. Mais on a réussi à augmenter les débits d'impression et donc à gagner du temps. Alors, le débit, c'est en fonction de la buse. Parce qu'il y a des buses, moi, il montrait tout à l'heure des buses Oui. qui font entre 1/10 de millimètre et 1 millimètre 2 dixièmes et 1 millimètre 4, on peut avoir. C'est petit, ça. C'est très petit. Alors en fait, alors oui, en effet, on sortira jamais un débit gigantesque avec des mini-buses. On est 100% d'accord. Maintenant, on arrive quand même avec des extrudeurs de qualité et avec des réglages machines qui sont du coup un peu plus poussés. On arrive à obtenir des vitesses d'impression, donc du débit très haut, avec des petites buses en mixant donc, des bons filaments, des bons paramètres, des éléments chauffants qui sont de très bonne qualité. Et donc on arrive maintenant, oui, à obtenir des bons flux malgré des petites buses. Et donc on arrive à réduire par rapport à ce qui se faisait avant. On est on réduit 2/3 des temps d'impression à peu près. Alors c'est toujours pareil, ça va dépendre de la typo de pièce. Il y a des pièces où on ne pourra jamais réduire sur des pièces très complexes, mais on va dire dans la majorité des pièces, on a réduit de 2/3 le temps d'impression. Est-ce qu'on peut imaginer de mixer des petites buses et des grosses buses qui travaillent ensemble? Alors sur nos machines, en même temps, sur une même machine, non, parce que pour des questions de vitesse, je ne veux pas monter plusieurs têtes. Maintenant, en effet, il y a des machines où on a 2 têtes en simultané sur la machine qui peuvent travailler. Donc là, on pourrait en effet monter une petite buse et une grosse buse. Nous, on n'a pas fait ce choix-là parce qu'en fait, on alourdit les machines. Donc on prend l'inertie et on limite les vitesses de déplacement. Donc c'est un choix personnel, mais il y en a qui le font et ça marche très bien. Donc dans un cas où on aurait une machine à double tête, on pourrait. Nous, on peut par contre, en effet, sur un ensemble de plusieurs pièces, imprimer sur la même machine, avoir monté une buse en 0,6 par exemple pour faire un lot de pièces, démonter la buse, ça prend pas très longtemps, démonter la buse, monter une buse plus petite et aller faire des pièces du coup avec beaucoup plus de détails sur un lot différent. Voilà, c'est ça nous notre philosophie. On veut éviter le risque de panne parce qu'on fait des machines indus et donc moins on a d'éléments qui bougent, moins on a de risque de panne. Bien sûr. Donc, comment on fait pour vous joindre? Donc il y a 2 solutions, c'est soit on passe par Pierre-Marie donc Imagine, qui va distribuer donc toutes les makers et qui est aussi capable de répondre déjà à l'heure actuelle à des demandes sur du sur-mesure. Pour tout ce qui est commande sur mesure, le plus simple, ça reste de passer donc directement par moi. Donc soit par téléphone, soit sur notre site internet, il y a une fiche de contact. Site internet, on peut le citer? Oui, www.cdfi-3d.com. Voilà. Merci Thomas. Merci à vous. Et bonne chance à vous. Merci. Au revoir. À très bientôt pour un nouvel épisode d'innovation. Merci, au revoir.